Je vous remercie de votre invitation. Ça me fait énormément plaisir. Surtout que je vais aborder un sujet qui est rarement abordé. Quand on fait des conférences, la plupart du temps, on les concentre, puis c'est normal, je le fais aussi dans certains cas, sur des études de cas, des projets précis desquels on infère certaines choses. Mais le sujet dont je vais vous en tenir et la thèse que je vais vous présenter relève de ce qu'on appelle en philosophie d'un nom un peu ronflant. C'est une anthropologie philosophique. Donc, une anthropologie philosophique, c'est donc l'énoncé d'une thèse générale sur la nature de l'humanité. Et donc, je vais commencer par énoncer la thèse. Ensuite, je vais rappeler contre quoi s'oppose cette thèse, contre une autre anthropologie philosophique ou d'autres comme Ellul, Heidegger. Et ensuite, je vais l'illustrer à travers, au fond, une histoire des sciences. Donc, je vais vous présenter la transformation des sciences, en gros, les Babyloniens nos jours, mais toujours avec comme fil conducteur la démonstration, du moins l'illustration, au moins, de ma thèse sur qui est la suivante, c'est que l'humain est un être contre nature, anti-nature, produit le plus paradoxal de la nature. Il est devenu un homo technologicus. C'est ce que je vais démontrer. Vous présenter comme démonstration, c'est une thèse forte. J'en ai présenté une première version justement dans mon livre de 2005 ou je ne sais plus trop quand, qui s'appelait Éloge de l'homo technologicus et je travaille actuellement sur une nouvelle édition que j'espère pourra être éditée par un éditeur d'ici quelques années, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2005 et aujourd'hui, il s'est passé d'autres événements socio-historiques qui, à mon avis, confirment la même direction et que j'ai intégré donc dans ici. Mais donc, je vais faire, au fond, dans cet éloge de l'homo technologicus, ce que c'est au fond une critique de la technique. Cette critique-là, bien sûr, on la trouve dans les travaux des années 60 de Jacques Ellul, qui considère que nous sommes enfermés, bloqués, enchaînés par la fatalité du système technicien qui nous a fait marcher comme d'obéissants automates grâce à son bluff. Ce que je pense, c'est que derrière les discours, et on pourrait reprendre les textes de Heidegger sur la technique, il y a un postulat non établi, implicite, absorbé, à mon avis, sans plus ample discussion et que moi je remets en cause, c'est que l'erreur fondamentale de tous ces discours qui voient la technique extérieure à l'humain présuppose a priori une dissociation entre, il y a d'un côté la technique et de l'autre l'humain et que la technique vient donc le diriger. C'est que la technique, le système technicien nous fait marcher. Donc, il est extérieur à nous. Je pense que c'est erroné et c'est la même chose chez Heidegger. Et donc, on part, d'où le mot technologicus. Il faut rappeler qu'est-ce que la technique. Parce que la technique, au fond, c'est la francisation du mot technique. Donc, la technique, c'est le technique est le terme grec, hein, c'est donc technique, en latin qui va devenir ars, ars qui est l'art, l'artisan. Et donc, c'est un savoir-faire relié à un métier. On parle des artisans, il y a un art de faire. À chaque fois qu'on parle de technique, on parle essentiellement au fond de la main. Et il y a un texte très, très ancien, un texte grec, qui nous dit « Là où la nature nous dominait, la technique nous rend vainqueurs ». On voit déjà dans cette phrase de Antiphon, 5e siècle avant notre ère, l'opposition entre la nature et la technique. Déjà, il y a une dichotomie. C'est très important. Et bien sûr, la technique, c'est les savoir-faire extraordinaires qu'on trouve dans l'art, dans la sculpture, dans la métallurgie babylonienne, grecque jusqu'à nos jours. Tous ces métiers-là sont des arts de faire. Et on a plein d'exemples qui remontent à l'Antiquité la plus ancienne. Et bien sûr, tout ça, c'est des techniques. Pourquoi? Parce que c'est la technique. Donc, la technique existe. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec le fil du temps, la technique incorpore
de plus en plus du logos. Et donc, qu'est-ce que le logos? Ben, encore une fois, il faut toujours remonter aux sources grecques parce que notre vocabulaire est essentiellement gréco-romain. Le logos, c'est, selon les contextes d'apparition, bien sûr, la raison, le discours, le langage. L'épistémologie, toutes les logies, ben, c'est des logos, donc c'est des discours rationnels sur ce qui précède. La sociologie, c'est le logos du social, l'épistémologie, c'est le logos du savoir, donc de l'épistémé. Et donc, à l'origine, technologie, lorsque le mot apparaît au 18e siècle, il y a un texte allemand, technologie, c'est une théorie des techniques, parce que ça le dit, logos, c'est langage et théorie, techné, c'est l'objet qui est soumis au logos. Donc, technologie, dans son origine, ça veut dire théorie des techniques. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décider que le langage n'évolue pas. Et aujourd'hui, effectivement, on parle de technologie pour décrire des objets techniques. Okay? Et d'ailleurs, c'est ce que... et donc, bon, exemple, la première technologie, au sens premier du terme de théorie des techniques, c'est un texte du pseudo-Aristote qui est une théorie des objets techniques. La première théorie générale des 5 machines simples, qui est la roue, le coin, le levier, le treuil. Donc, faire une théorie des machines simples, c'est donc faire une technologie au sens ancien, mais dont ce sens-là a disparu aujourd'hui. Je reviendrai. Exemple, dans ce texte extraordinaire qui s'appelle Question de mécanique qui remonte au 3e ou au 2e siècle et qu'on appelle d'ailleurs souvent le pseudo-Aristote. Parce que très longtemps, jusqu'à très tard, on pensait que ce texte-là était un autre texte d'Aristote, qui a fait la physique, le traité du ciel, toute la philosophie, la biologie. Aristote, c'est le plus grand savant de son époque. Et donc, à chaque fois qu'on trouve un nouveau texte, ça va être un texte d'Aristote. Mais en toute probabilité, c'est plutôt un texte de ses élèves et de ses continuateurs. Peu importe, le texte est assez extraordinaire parce qu'il dit « provoque l'étonnement toutes les choses qui arrivent conformément à la nature, mais dont nous ignorons la cause. Mais aussi toutes les choses qui, arrivant d'une manière contraire à la nature, sont produites par la technique pour l'intérêt des hommes. » Donc, on voit encore que dans l'épistémé grecque, la nature, c'est le cours naturel des choses, c'est ce qui se fait naturellement, et la technique vient perturber ça. Et ça, donc, il y a toujours cette opposition. C'est contre, d'où le fait d'ailleurs que dans la physique d'Aristote, elle n'est pas mathématisable. Elle est incompatible avec la physique moderne. Pourquoi? Parce que nous, et c'est avec Bacon, comme on le verra un peu plus loin, notre conception de la science est exactement le contraire. C'est de perturber le cours des choses. Et c'est parce qu'on perturbe le cours des choses qu'on sait comment la nature fonctionne. Ça, c'est impensable pour les Grecs. Et ici, on a un très bel exemple d'un objet qui n'est pas de la technique, mais qui est bourré de logos. Donc, on a d'un côté la technique et de l'autre côté la technologie. Et là, je suis, selon Jacques Ellul, je suis un imbécile, et donc il faut que je prenne le temps de répondre via la temporalité, parce que Jacques Ellul est décédé. Il dit, il me faut recommencer ma protestation au sujet de ce mot technologie que l'usage implante dans nos cerveaux en imitant servilement l'usage américain qui est sans fondement. Les Américains, vu de l'Europe, sont toujours des attardés. Le mot technologie veut dire discours sur la technique. C'est effectivement ce qu'on vient de voir. Parler de technologie informatique, etc., ou de technologie spatiale pour désigner la fabrication ou l'usage des fusées est une imbécilité. Le problème de ce discours un peu à l'emporte-pièce de Ellul, c'est que, bien sûr, tout le monde sait que technologie, à l'origine, veut dire théorie des techniques, mais le langage évolue. Les mots d'aujourd'hui n'ont pas le sens d'il y a 500 ans ou 800 ans ou même souvent 50 ans. Donc, je prends parti pour technologie, mais avec un argument qu'il ne développe pas et qui est le fondement de tout mon argumentaire, c'est que la techné et le logos étant différents, plus la techné incorpore du logos, donc de la théorie,
plus cet objet est un objet technologique, au sens qu'il incorpore du logos. C'est ça le sens que je donne à technologie. Et là, donc, on va voir comment ça s'incarne dans le long terme. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, c'est sûr, si on remonte même aux origines de l'homme, on a d'abord de la technique. Hein? On prend des roches, on les transforme de façon minimale, on fait des pierres avec ça, on peut couper des choses, on fait des arcs, on transforme l'arbre, on fait des canaux avec les arbres, comme les premières nations dans la culture d'Amérique du Nord ont fait, mais c'est toujours proche de l'objet naturel. Donc, c'est encore des techniques. Ça incorpore toujours un peu de logos. Mais plus on avance, plus le rapport technique-logos s'équilibre et même s'inverse, comme on le verra vers la fin. Donc, d'un côté, il y a un texte aussi extraordinaire, à mon avis, qui a bien vu ce qui m'apparaît être l'essentiel, chemin de cet aspect contre-nature de la soi-disant nature humaine. Les hommes arracheront les racines des plantes et ils examineront les qualités des sucs. Ils scruteront les natures des pierres et ils ouvriront par le milieu non seulement ceux des vivants qui n'ont pas de raison, que dis-je, ils disséqueront leurs semblables dans leur désir d'examiner comment ils ont été formés. C'est un texte extraordinaire du 4e siècle, texte hermétique. Hein, le fameux texte Hermès Trismégiste, qui est un ensemble de textes qui débute à peu près à cette époque-là. Et donc, c'est la prévision de dire, c'est implicitement dire, les humains vont toujours essayer de comprendre leur environnement, non seulement leur environnement externe, mais leur environnement interne. Ils vont même s'ouvrir eux-mêmes pour mieux se comprendre. Donc, c'est cette idée donc, du logos qui va déterminer l'évolution de la compréhension. Et donc, les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la torture. C'est une phrase énoncée souvent pour la dénoncer. On parle de torture. C'est méchant, la torture. Il faudrait être gentil. Mais Bacon, il vit au 17e siècle, il ne vit pas au 22e siècle. Donc, il dit, les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la torture des expériences que lorsqu'ils suivent leur cours naturel. Donc, il s'oppose. Hein, le nouvel organon, c'est la réponse à l'ancien organon. L'ancien organon, c'est Aristote. Et dans la philosophie aristotélicienne, grecque et médiévale, connaître la nature, c'est connaître la nature telle qu'elle est et non pas la perturber, parce qu'à un moment là, ça devient un artefact. Et ça, c'est crucial, parce que si on pense qu'on perturbe la nature en la dérangeant, puis qu'on pense que donc c'est pas une vraie connaissance, mais un artefact, c'est crucial, parce que ça veut dire que la science moderne, on la rejette. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc, voici notre chancelier Bacon. Bien sûr, à l'époque, c'est ça. Il y a beaucoup de guerres. On sait que les rois torturaient. Donc, son lexique naturel est plutôt le lexique de la guerre que celui de l'amour universel. Et Descartes, qui copie bien sûr Bacon, dit « Connaissant les forces et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous entourent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Fameuse phrase de Descartes, mais qu'on retrouve d'abord, bien sûr, chez Bacon. Donc, c'est cette idée que l'humain va donc prendre possession de la nature. On pourra ensuite chercher pourquoi il y a cette idée-là dans le monde grec, dans le monde chrétien, parce qu'on retrouve bien sûr dans la Bible l'idée que Dieu a mis l'homme sur la terre et qu'il est là pour conquérir cette terre-là et l'exploiter du mieux qu'il veut, dans le bon sens du terme exploiter, qui est un ancien terme qui est positif, maintenant c'est un terme négatif, à cause justement des raisons historiques de l'esclavagisme, etc. Donc, il faut toujours faire attention aux mots qu'on emploie. Au temps T1, il n'y a pas le même sens qu'au temps T2. Ça devrait être évident, mais j'aime mieux le rappeler dans les conjonctures actuelles. Donc, mais cette idée qui ne va pas de soi, que la science est contre nature, parce que justement, la technologie perturbe la nature, donc ça nous dit déjà, tranquillement, que la science est contre nature. Et un qui l'a très bien compris, c'est Goethe. Goethe écrit « Les microscopes et télescopes ne servent qu'à confondre la perception naturelle des sens. La nature se tait sous la torture. » Réponse donc de Goethe, le romantisme, aux rationalistes
hein, qui se développe au 18e siècle tout au long, mais dont la racine se retrouve très clairement dans le texte que j'ai cité de Bacon. Et donc, qu'est-ce que c'est justement d'observer la nature? Bien, la science, au début, elle est au fond une philosophie de la nature et une histoire naturelle des choses. Et donc, on observe la nature à l'œil nu. Donc, on fait des choses qui sont extraordinaires. On décrit les plantes. On a ici des manuscrits arabes du 13e siècle ou du 15e siècle. On a donc des descriptions de toutes sortes de plantes dans l'Antiquité. On a donc des représentations imagées qui sont à des degrés divers plus ou moins artistiques selon l'auteur et les périodes, surtout après qu'on ait mis au point les techniques de peinture en 3 dimensions en tenant compte des effets de perspective. Mais essentiellement, on décrit ce qu'on voit. Et ça, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. Mais arrive une révolution au 17e siècle. Lorsqu'on est dans l'époque de Bacon, on est dans une totale révolution parce que l'œil, maintenant, ne sera plus l'œil nu, mais ce que j'appelle l'œil instrumenté. Et l'œil instrumenté, bien sûr, c'est le télescope de Galilée, qui, à travers ce petit objectif microscopique, si on peut le dire, vraiment petit, il amène une révolution qui nous dit le messager des étoiles nous apprend que le ciel, au fond, est un peu plus compliqué que ce qu'on croyait à l'œil nu et que le ciel est composé d'objets qui ressemblent un peu plus à la Terre. Et donc, ensuite, bien sûr, une fois qu'on a fait le télescope, la machine est lancée et ici, on voit le télescope en bas, le télescope que Newton a mis au point, qui est un téléphone réflecteur à miroir, alors que le télescope de Galilée, bien sûr, c'est à partir de lunettes. Et d'ailleurs, quand on parle de lunettes, les premières lunettes apparaissent justement, on les voit dans le fameux roman Le nom de la rose de Umberto Eco, apparaissent au 13 ou 14, au 12e ou 13e siècle, vers 1350. Donc, ce n'est pas exact la date, mais on sait que ça commence à apparaître. Donc, on a déjà cette idée d'instrumenter l'humain. Et bien sûr, ensuite, où on a additionné, c'est qu'on a donc des télescopes optiques qui restent intuitifs parce que c'est l'œil qui regarde à travers un tuyau. Mais déjà, au temps de Galilée, ceux qui s'opposent à ça vont dire, ben oui, mais c'est normal que tu vois la Lune avec des bosses parce que ton instrument est un artefact. Et le mot artefact, aujourd'hui, a un sens négatif. Donc, bien sûr, il va répondre que, ben non, si on prend le même télescope pour regarder les bateaux qui s'en viennent, ce qui intéressait beaucoup l'armée, on voit bien que c'est le vrai bateau, donc il n'y a pas de raison juste en le déplaçant, la nature de l'observation soit remise en cause. Donc, il y a tout un débat dont je vous épargne les détails, mais qui est un débat rationnel, de dire quelle est la validité des observations que l'on peut faire. Surtout qu'on sait depuis Platon au moins que l'œil, au fond, nous trompe souvent, hein, d'où l'argument de Descartes que c'est la raison qui nous donne la vérité et non pas l'observation, parce que si je prends un bac d'eau ici et que je prends une barre de bois ou de métal et je la mets dans l'eau, on voit très bien qu'elle casse, entre guillemets, à cause de la réfraction. Pourtant, quand on la sort, elle est droite, donc ce n'est pas qu'elle devient tordue dans l'eau, c'est que notre théorie nous dit que la propriété de la lumière amène de la réfraction dans l'eau, qui donne l'impression que l'objet est brisé en deux, alors qu'il ne l'a jamais été brisé. Mais c'est la raison qui corrige l'observation. Donc, c'est la vision rationaliste du monde qui est incorporée maintenant de plus en plus dans les instruments. Et donc, j'allais dire qu'ici, on a en bas donc des radiotélescopes. Donc, on a le télescope optique qui nous fait voir des choses qui sont intuitives. Par extension naturelle et par analogie, on en arrive à une vision complètement abstraite. Cet objet-là n'a rien de l'apparence d'un télescope. On appelle quand même un radiotélescope, bien que il n'y ait aucune des propriétés d'un télescope. Et bien sûr, on va multiplier, on va aller aussi dans l'autre côté, on va avoir le microscope, le fameux microscope de Hooke qui va publier son Micrographia, qui va nous faire voir un monde complètement insoupçonné à l'œil nu, hein, bien sûr, qui est le monde des objets microscopiques jusqu'au virus. Et l'œil instrumenté, c'est donc en même temps, et là, on va augmenter de façon radicale le niveau d'abstraction, donc de logos incorporé dans les objets, avec, au fond, une découverte théorique qu'on appelle la mécanique ondulatoire, qui est incorporée aujourd'hui dans ce qu'on appelle la mécanique quantique. Mais la mécanique ondulatoire, c'est l'idée complètement mathématique de Louis de Broglie, physicien français,
pour laquelle il va y avoir d'ailleurs le prix Nobel de physique, de dire que l'électron, qu'on avait toujours considéré comme une particule, comme une bille tout petite, et donc quand on a un courant électrique, on a des petites billes dans un fil qui se promènent. Et au fond, les électrons ont aussi des propriétés ondulatoires. Elles sont comme des ondes, ce qui est quelque chose d'absolument impensable jusqu'à l'époque. Et pourquoi ça devient pensable? Ça devient pensable à cause des propriétés mathématiques que De Broglie peut voir dans les travaux d'Einstein sur la relativité. Donc, c'est purement mathématique. Mais, comme c'est de la physique, on peut essayer de voir les conséquences expérimentales. Et très rapidement, effectivement, on mesure que l'électron a bien une onde associée. Et donc, s'il a une onde, ça veut dire qu'il est comme de la lumière. Et s'il est comme de la lumière, on peut donc voir avec des électrons comme on voit avec la lumière visible. Donc, c'est toujours cette idée d'abstraction par analogie, et ça va donner lieu, dès les années 1930, donc très rapidement, en 1924, les expériences sont faites en 1929, et immédiatement, la technologie apparaît. Le logos pur de dire c'est une onde, l'expérience qui le montre, et quelques années après, on voit qu'ils sont assez gros, les premiers microscopes électroniques. Et donc, autant on avait un microscope optique, si l'électron est une onde, on a un microscope électronique. Mais appeler ça de la technique, à mon avis, c'est complètement aberrant, parce que la technique, c'est pas du logos. Donc, c'est vraiment une technologie au sens que j'ai défini de la fusion de la technique et du logos qui nous permet donc de voir des bibites assez microscopiques. Ça, c'est une mythe, je pense, la tête d'une mythe microscopique. Ah, une fourmi, je suis trompé. J'aime bien fourmi, c'est pour ça que j'ai mis une fourmi. Et donc, de façon assez extraordinaire, toujours, on va réussir à voir ce qui est invisible. Encore une fois, comment? Par rationalisation et par matérialisation de théories abstraites ou d'objets qui ont l'air de rien. C'est la fameuse découverte des rayons X qui ensuite va nous donner non seulement des rayons X, mais la diffraction des neutrons. Donc même des neutrons nous font voir des objets et il y a des détecteurs des appareils de neutrons qui sont très importants pour voir les microscopiques failles dans des tuyaux qu'on ne pourrait pas voir avec des rayons X. Donc, on est vraiment dans des objets technologiques très abstraits qui sont impensables sans le développement théorique et mathématique. Et le cas le plus extraordinaire que j'aime beaucoup, c'est la mise au point de cet appareil-là ici, qui est la forme expérimentale. On voit le nombre de fils, on ne voit pas beaucoup la tête de la personne, mais c'est ce qui maintenant se retrouve dans tous les hôpitaux. C'est un PET scan, donc le Positron Emission Tomograph, ou la tomographie à émission de positrons. Mais qu'est-ce qu'un positron? Ce n'est pas un électron. Et donc, ce qu'on voit comme des images dans le cerveau, c'est permis par des appareils qui, au fond, produisent de l'antimatière. Or, il n'y a rien de plus abstrait théoriquement que l'antimatière. Il n'y en a pas dans la vie de tous les jours, heureusement. On ne sera pas là. Mais on l'a donc incorporé dans des objets, et ces objets-là, donc, sont fortement technologiques et rendent des choses qui étaient jusque-là impensables. On l'a vu pour la matière, avec les grandes découvertes de l'électron d'abord, et ensuite de ses propriétés ondulatoires, et bien sûr, en 1939, la découverte de la fission nucléaire. 3 ans plus tard, on construit un réacteur nucléaire. Et donc, un réacteur nucléaire incorpore une quantité de théories, de logos absolument extraordinaires et qui, bien sûr, va donner lieu aussi à des conséquences différentes avec la bombe atomique. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la première expérience d'explosion atomique à Alamogordo dans le désert du Nouveau-Mexique, les gens qui ont vu ça ont dit, et le secrétaire d'État Stimson aussi, a dit, on entre dans une ère nouvelle. Il avait compris là, qu'en 5 ans de compréhension de la physique atomique qui semblait servir à rien, la préparation d'une bombe atomique modifiait le cours de la nature humaine. C'était inimaginable jusque-là que l'être humain pouvait construire quelque chose qui pouvait même le détruire complètement. Mais c'est d'où cette idée que sa nature est anti-nature. Les fourmis continuent à être des fourmis, les lions des lions. L'humain change constamment. Donc, quelle est la nature de l'humain? C'est la question auquel on est en train de répondre vers la fin.
Et dans les transformations encore plus récentes, dont on parle beaucoup, bien sûr, c'est les changements climatiques. Hein, on est à peu près la seule espèce sur Terre qui s'est développée au point, d'ailleurs, d'occuper la Terre entière. Et par son activité industrielle, et pas uniquement par les vaches qui font du gaz aussi, là, par son activité industrielle, il produit, comme on sait tous maintenant, parce qu'on nous casse les oreilles constamment avec ça, le gaz de les changements climatiques. Mais il y a quelque chose encore assez extraordinaire qui est arrivé depuis maximum 7-8 ans, c'est le fait qu'on vient de découvrir que la fracturation, donc liée au gaz de schiste ou au pétrole de schiste, génère, et tout autant que les grands bassins hydroélectriques, génèrent des tremblements de terre. Donc, ça veut dire que jusque-là, l'humain changeait de façon, disons, superficielle son environnement. Personne ne pouvait imaginer que l'activité humaine transforme même l'activité et modifie le mouvement de la Terre. Et maintenant, on a des preuves récentes. Il y a beaucoup d'articles dans Science et dans Nature. J'ai pris un tableau au hasard. C'est donc l'augmentation du nombre de tremblements de terre plus grand sur l'échelle de Richter qu'une magnitude 3. Donc, c'est quand même des petits tremblements de terre. Mais c'est des tremblements de terre, quand même, qui ont été générés par nos activités humaines. Fracking d'un côté, donc la fracturation, mais aussi, par exemple, le fameux barrage des Trois-Gorges. Il y a d'autres courbes qui montrent qu'à mesure qu'on remplit le barrage, il y a des tremblements de terre. Alors, ce qui est assez intuitif si on y réfléchit un peu, parce que si on met de la pression ici, ben, il va venir un temps où ça va s'effondrer. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose pour la Terre. Et donc, des tremblements de terre causés par des humains, c'est quelque chose que les défenseurs du fracking ont nié constamment. On disait, ben voyons donc, c'est le fait qu'on fait ça, des tremblements de terre. Et jusqu'à ce qu'il y ait assez d'accumulation d'articles dans Science, de démonstration de la corrélation entre le lieu, l'activité de remplir les barrages, l'activité du fracking. Donc, effectivement, au point de vue de la nature, on a donc vu qu'on est parti de la nature la plus simple, transformer une roche en silex, à transformer les objets et à en créer de nouveaux comme l'antimatière pour voir les choses invisibles, soit par le rayon X ou dans le cerveau en temps réel, sans qu'on soit obligé de faire de trépanation, comme les Babyloniens étaient limités à faire, si vous voulez observer le cerveau. Mais cette transformation-là ne se limite pas seulement au domaine de la matière, vous devinez qu'elle s'applique au domaine de la vie. Et la première grande découverte, c'est bien sûr la structure de l'ADN. Et pour le transformer en technologie, il nous fallait des outils qui ne sont apparus qu'au début des années 70, qu'on appelait les enzymes de restriction, qui a amené immédiatement, les enzymes de restriction, donc la capacité de faire des génies génétiques. Et ensuite, ça va vite, bien sûr, le premier brevet pour avoir transformé un microbe pour qu'il puisse bouffer du pétrole. C'est assez intéressant, les microbes. Avant, on les regardait, c'est une chose dans la nature, mais comme il y avait des déversements de pétrole, puis on se demande comment ramasser ces cochonneries-là, il y en a un qui a une idée géniale de dire on va modifier génétiquement un microbe pour lui apprendre à bouffer du pétrole. À ce moment-là, on prend ces microbes-là qui sont brevetés, on les envoie dans le dompe de pétrole, puis ils bouffent ça, puis ça devient propre. C'est quand même loin de la technique, cette affaire-là. Qu'on soit pour ou contre, ça, c'est une autre question. Et donc, bien sûr, après, on passe aux poissons clonés, la fameuse carpe en 80, et ensuite, on va continuer, on a la fameuse la brebis, bien sûr, la brebis clonée avec une seule cellule qui est Dolly, et bien sûr, on a le séquençage du génome humain dans lequel on vit, nous, actuellement. Et il devait y avoir le fameux clonage humain en 2002, qui est une arnaque, bien sûr, de notre ami Raël, mais qui va arriver. Je veux dire, ça ne prend pas une compréhension très avancée pour savoir qu'il va y avoir du clonage humain. Et quel est cet avenir post-humain? Bien, effectivement, on peut s'imaginer quelle serait la vie sans les humains. Et ça va être ma conclusion. Parce que qu'est-ce qu'on a montré? Que l'apparition de l'être humain dans la nature, c'est la première espèce qui est contre nature. Et donc, tout son développement, c'est la transformation
constante et continuelle et irréversible de la nature. Et voici un texte que je trouve extraordinaire, écrit en 1935, je vous dirai par qui après, qui dit « Dans l'hypothèse de la destruction de notre civilisation, les hordes végétales depuis longtemps tenues en échec par le labeur humain, les plantes de proie longtemps traitées en ennemis, s'avanceraient sur nos champs, monteraient à l'assaut de nos villes et couvriraient les ruines d'épaisses frondaisons, cependant que sur les cendres de la grande maison humaine, dans un air devenu plus pur, sur une terre devenue silencieuse, brillerait encore, libéré, sauvage et magnifique, le flambeau de la vie. » C'est bien sûr nul autre que Marie-Victorin dans La Flore laurentienne, qui est un texte absolument extraordinaire et qui montre. Mais ça nous mène où? Bien, justement, ce que Marie-Victorin a vu, qui est un pessimiste né, ce qui lui permet d'écrire à la fois cette idée pessimiste de disparition de la nature humaine, mais optimiste que la vie, elle, va résister. Et comme c'est un botaniste, il sait que c'est les plantes qui vont redominer. Et quand vous lisez ça, vous imaginez facilement vous promener et voir justement des maisons abandonnées dans les bois depuis 30 ans. Elles sont effectivement reprises en charge par les plantes qui vont les faire disparaître au grand déplaisir des archéologues du futur. Et donc, aujourd'hui, on continue cette transformation-là. Encore une fois, une anthropologie philosophique, ça décrit la caractéristique de l'humanité. Ça ne dit pas que c'est bien ou c'est mal. Après, on peut pleurer tant qu'on veut ou se réjouir. C'est de la morale. Moi, je ne fais pas de morale, je fais de l'anthropologie philosophique. Ce qui nous amène donc à l'idée qui a été beaucoup mise de l'avant au cours des dernières années pour nommer cette période-là qui est l'anthropocène. Donc, on ferait depuis, en gros, la révolution industrielle dans une nouvelle ère. Oui, on peut la nommer ainsi, mais ce qu'on vient de voir, c'est que derrière l'anthropocène, il n'y a pas une nouveauté ontologique, il y a simplement l'exacerbation d'une transformation qui est née avec l'apparition de l'humain. Donc, l'anthropocène avant et l'anthropocène après, bien, cet après était à peu près ce que décrivait Marie-Victorin. Je vous remercie.